café, un thé, avec la belle idée. Rebonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau segment où on prend un café avec le personnel de la REC, comme le titre le dit si bien. Et aujourd'hui, pour briser la glace, on a avec nous notre petit nouveau à la REC, Charles David. Charles David, salut. Salut, ça va? Oui, toi? Oui, j'ai mon café, je suis T'as ton prêt. café? Parfait, excellent. Parce que c'est un peu ça le but de cette entrevue. C'est de prendre un café avec le personnel de la REC et d'apprendre à connaître l'humain derrière le personnel. Parce qu'on a une belle équipe à la REC, vraiment. On a une équipe, on est pas si nombreux, mais un petit peu moins d'une vingtaine pour s'occuper des services qui couvrent une soixantaine de milliers de membres à travers le Québec. Puis je trouvais ça pertinent vraiment d'aller à la rencontre de mes collègues parce que moi-même, j'ai oublié qui vous êtes avec la pandémie, donc ça va m'aider à réapprendre qui vous êtes. Puis vu qu'on commence avec toi, Charles David, je trouvais que ça donnait l'occasion justement de te faire connaître auprès des membres, puis même auprès de l'équipe même que tu n'as jamais rencontré en vrai physiquement là, de chair et d'os. C'est ça, c'est assez particulier, hein? On reconnaîtra probablement jamais ça. On l'espère. Fait que toi, Charles David, t'es rentré quand à la REC à peu près? Je suis rentré il y a à peu près un an. En fait, c'était le 30 mars l'année passée. Donc, ouais. C'est que la pandémie commençait pas mal là. Exactement, exactement. Puis là, ben, on a les vaccins qui s'en viennent. Il y a de plus en plus de personnes qui sont vaccinées. Donc, on peut se croiser les doigts pour se voir bientôt, possiblement en 2021. Mais bon, à suivre. Sûrement en 2021. Sûrement, sûrement. J'ai hâte à notre premier 5 à 7. Ah oui, vraiment. Donc, quand tu es rentré, tu t'occupais, et tu t'occupes encore du projet Lire à tout âge. On en avait déjà un peu parlé à l'émission, Oui. dans une ancienne émission. Sauf que là, ben, tu as obtenu un nouveau poste en quelque sorte. Là. Exactement. J'étais trop bien avec vous. Même virtuellement, j'ai appris à vous apprécier. Et je voulais rester dans l'équipe. Donc, j'ai obtenu un poste permanent finalement. Donc, je vais pouvoir rester aussi longtemps que je le souhaite avec vous. Donc, je suis vraiment content. Fait que tu vas remplacer notre cher Laurier, qui lui remplaçait notre cher Tony, c'est ça? Exactement. Je suis le remplaçant du remplaçant. Exactement. Puis, ben, c'est ça. Moi, je voulais savoir, toi, tu viens d'où, Charles David? T'es né où? T'as grandi où? Hein? Ben, moi, je viens du Lac-Saint-Jean. Donc, chaque fois que je dis ça, les gens sont surpris parce que c'est ça, j'ai perdu l'accent, exactement. Ça fait déjà 7 ans que je suis à Québec. Puis, au départ, j'ai emménagé à Québec parce que je voulais étudier en droit. Puis c'est seulement à Québec. Là. Québec était l'université la plus près de chez moi qui offrait le programme. Donc, c'est pour ça que je suis déménagé à Québec. Mais c'est ça, je suis natif d'Alma au Lac-Saint-Jean. Puis ma famille y habite encore en grande partie. Là. Donc, là, ça fait un bout de temps que j'ai pas eu la chance de les visiter là, à cause du contexte. Mais j'ai vraiment hâte d'y retourner. Là. Le lac, c'est vraiment un bel endroit. Je ne sais pas si vous l'avez déjà visité, cette région-là, mais c'est vraiment bien. On salue nos membres de la région. Oui. L'Université du Québec à Chicoutimi n'offrait pas droit? Non, il n'offre pas le programme de droit. C'est vraiment à l'Université Laval. Puis, c'est un peu particulier. Là. Bon, peut-être que je vais faire prendre une autre tournure à l'entretien qu'on a, mais... On est là pour parler avec notre cœur, Charles. C'est un peu ça le but. Hein? On va prendre une petite gorgée. Voilà. En fait, moi, au départ, quand j'avais 4 ans, mon plus grand rêve, c'était de devenir denturologiste. C'est vraiment bizarre parce que les enfants de 4 ans, normalement, ils ne savent pas c'est quoi un denturologiste. Puis, mais moi, je sais pas, j'étais tombé sur une personne à un moment donné dans l'entourage de mes parents qui exerçait ce métier-là. Puis, ça m'a vraiment passionné. Donc, déjà à l'âge de 4 ans, je voulais être denturologiste, faire des prothèses dentaires, des dentiers. Donc, c'est ce qui t'a amené à la REC, finalement. Exactement. Oh mon Dieu. Mais c'est ça. Donc, de 4 ans à mes 17 ans, ben, j'avais le même objectif, le même but. C'était de devenir denturologiste et je l'ai fait. J'ai passé les examens pour être admis au Collège Édouard-Montpetit à Longueuil. Donc, j'ai fait une session là-bas pour me rendre compte que finalement, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc là, à 17 ans, moi, je pars du Lac-Saint-Jean. J'ai jamais rien connu d'autre que le Lac-Saint-Jean. Puis je m'en vais vivre toute seule à Longueuil.
ça a vraiment été un choc culturel, un choc, ouais. Longueuil, Donc, oui. j'ai pas vraiment aimé mon expérience. Puis, en fait, j'aimais les cours, je trouvais ça très intéressant, mais c'était pas vraiment moi. Donc là, par la suite, je suis retourné au Lac-Saint-Jean. Puis, je me suis inscrit en sciences humaines parce que je me suis dit, bon, mais c'est intéressant, j'aime la psychologie, j'aime la sociologie, donc je vais aller exploiter ces domaines-là. Puis, progressivement, ben là, c'est ça, j'ai complété mes cours en sciences humaines, puis je me suis rendu compte que je savais vraiment pas qui j'étais, qu'est-ce que je voulais faire. Puis là, ben, la fin de mon parcours approchait rapidement, puis je me suis dit, OK, c'est quoi la suite? Donc, je suis allé voir une conseillère en orientation, puis elle me dit, tu as des bons résultats, tu devrais aller en droit. Tu as la possibilité de le faire, c'est sûr que tu vas être admis, va en droit. Donc, sans me poser plus de questions, je suis allé en droit. J'ai été admis, puis j'avais eu la bourse d'admission. J'étais vraiment content. J'avais des bons résultats. Donc, j'étais admis, puis je sentais que j'avais ma place là. Mais encore une fois, la même chose. Je me suis rendu compte rapidement que c'était pas pour moi. Je regardais les gens autour de moi, puis je m'identifiais pas à ces gens-là. Les sujets des cours me passionnaient, mais pas plus que ça, finalement. Donc, rapidement, j'ai fait un stage dès ma première session parce que je sentais le besoin d'aller valider si c'était vraiment ce que je voulais faire. Puis, je me suis rendu compte que le gros du travail d'un avocat, c'est de la recherche, de la lecture, puis de temps en temps, un téléphone au client, puis une rencontre en personne. Mais le gros du travail, c'est un travail de bureau. Puis, j'avais l'impression que j'allais pas être suffisamment au contact des personnes. Donc, finalement, j'ai eu à me reposer une fois de plus la question, mais qui je suis, qu'est-ce que je veux faire? Puis, tu sais, la vie continue d'avancer, puis il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Tu sais, on a cette pression sociale-là de, faut exercer un emploi, faut avoir une formation. Puis moi, je le ressentais beaucoup. Donc, là, je me suis dit, bon, il y a la denturologie, il y a le droit. C'est quoi le milieu là, dans tout ça? Oui. Il y a sûrement une zone grise. Il y a sûrement une zone grise. Donc, denturologie, on peut penser à la santé, avoir des clients, rencontrer des personnes sur une base régulière, le droit, la défense des droits, la justice. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas aller en travail social? Puis finalement, c'est vraiment là-dedans que je me suis le plus trouvé. Puis là, quand je regardais les gens autour de moi, je m'identifiais à ces gens-là. Donc, c'est ce qui m'a amené en travail social et finalement à la REC. Peut-être là, tu es un travailleur social de formation, c'est ça? Exactement. Je peux pas utiliser le titre présentement parce que j'ai pas renouvelé mon permis à l'ordre professionnel, mais bon, disons que c'est ça. J'ai une formation en travail social, puis je m'identifie comme un intervenant social parce que j'ai appris dans mes cours que finalement, c'est pas juste un diplôme, c'est aussi une identité, puis que même en allant faire mon épicerie, je reste un peu travailleur social pour dénoncer des injustices, puis c'est ça, c'est un mode de vie finalement. Là. Puis tu as travaillé où avant la REC? Oui, là, il y a 2 personnes qui ont essayé de parler. Vas-y, Louise. C'est tout le temps comme ça. C'est pas tout le temps. Non, je voulais juste dire que c'est un parcours intéressant et je trouve très représentatif des jeunes aujourd'hui qui tentent beaucoup de choses avant de finalement trouver ce qui les intéresse pour vrai. Rendus un petit peu plus âgés qu'au début, jusqu'à 18 ans, là, vers 24-25 ans, on dirait que ça se place. Ça se voit souvent, en tout cas moi, dans les jeunes autour de moi, ce genre de bond d'un secteur à l'autre avant de finalement trouver. Alors, c'est intéressant d'entendre ça. Je pense que ça prépare bien à être intéressé par toutes sortes de choses aussi. Tout à fait. Moi, je suis un touche à tout, puis c'est vrai hein, ce que vous dites. De plus en plus, là, c'est rare les personnes qui ont un emploi pour toute leur vie. Les gens vont aller toucher à différentes choses, essayer différents types d'emplois pour se trouver finalement. Puis c'est un peu ce qui m'est arrivé. Là. Donc, pour répondre à ta question, Samuel, aussi, qu'est-ce que je faisais avant d'être à la REC? Ben, à la fin de mon parcours, j'ai commencé à exercer dans les CIS et les CIUS de ce monde. Puis là, ce qui est intéressant, puis pas en même temps, c'est que on va combler les besoins là où il y en a. Donc, peu importe, on nous demande quels sont nos intérêts, mais finalement, on va là où il y a des besoins. Donc, on peut aussi bien se ramasser en famille, enfance, jeunesse qu'en soins palliatifs, en oncologie.
Donc, moi, c'est là-dedans que j'ai commencé, en soins palliatifs puis en oncologie. Donc, je travaillais auprès de personnes en fin de vie, des personnes qui luttaient pour leur vie, qui étaient malades. Puis ça me passionnait vraiment. J'aimais ça. C'était une intervention qui est tellement noble, euh, tellement pure et simple parce que les personnes qui luttent pour leur vie, qui sont en fin de vie, ont une sagesse. C'est souvent ils parleront pas pour rien dire. Ce qu'ils vont dire, ça va être vraiment pertinent. Puis fait cocasse, je me suis même fait bénir par une mourante. Ah! Donc, oui, c'est ça. À un moment donné, j'étais en train de faire une intervention, puis c'était auprès d'une personne qui n'avait plus du tout de famille. Carrément, cette femme-là est morte seule. Donc, j'étais à peu près la seule personne avec son médecin qui allait la voir sur une base régulière. Puis à un moment donné, elle me dit, ah, je t'aime bien, toi. Puis là, elle a sorti de sa table de chevet d'hôpital une petite bouteille d'eau bénite. Puis elle m'en a aspergé dessus, puis elle me dit, tiens, toi. Puis à ce moment-là, j'étais comme surpris, mais en même temps, je me suis dit, ben ça y a fait du bien à elle, puis c'est fort, là, ce moment-là. Puis ça fait 6 ans de ça, puis je l'ai pas encore oublié, puis je pense que je l'oublierai jamais. Ouais. Puis là, moi, j'ai entendu de quoi tantôt, tu es arrivé dans les 6 puis dans les 6, ça veut dire que tu étais assez jeune, tu commençais ta carrière dans la grosse réforme, dans le fond. Tu as vu le système se réformer. Là. Exactement. C'était-tu le fun? C'était-tu valorisant pour un personnel de la santé? Ben, c'est drôle parce que pendant ma formation, on avait produit l'école de travail social de l'Université Laval avait produit un mémoire pour se positionner contre la réforme Barrette. Puis finalement, ben, malgré tous les mémoires qui ont été produits, le gouvernement a adopté cette réforme-là. Là. Puis on en voit aujourd'hui les conséquences. Hein. Bref, vous connaissez sans doute ma position. Là. Disons que c'est une réforme qui peut être facilement contestée. Mais quand je suis arrivé, ben, je l'ai compris. Là. Souvent, on parlait de zone grise tantôt là, par rapport à mon choix de carrière. Mais il y a beaucoup de zones grises, effectivement, qui ont résulté de cette réforme-là. Des fois, même après, ça fait peut-être 6 ans là, que la réforme est arrivée. Ben, après toutes ces années-là, ça reste encore flou pour certaines personnes. On parle d'une centralisation des pouvoirs, mais ça enlève beaucoup de responsabilités qui étaient dans les régions. Donc, quand vient le temps de prendre une décision, quand il y a un imprévu qui survient, mais là, ça devient difficile de trouver une solution à notre échelle. Donc, moi, en tout cas, disons que c'est pas pour rien que j'ai quitté les CIS et les CIUS de ce monde pour me retourner vers les organismes communautaires. Parce que dans le communautaire, on peut vraiment aller laisser libre cours à notre créativité, finalement. Puis moi, je suis vraiment quelqu'un de dynamique, de créatif. J'ai constamment des idées, puis j'ai besoin d'un milieu qui est capable d'accepter ces idées-là, puis de m'aider à les mettre sur pied et tout ça. Puis c'est ce que je trouve à l'AREC, finalement. Parce que l'AREC, ben, bon, mon expérience longue d'1 an m'a montré qu'on a vraiment des membres qui sont engagés, motivés. Puis l'équipe aussi, je trouve vraiment que l'équipe est à l'image des membres de l'AREC. Puis c'est d'ailleurs pourquoi j'ai postulé puis j'ai souhaité rester avec vous parce que je me retrouve beaucoup. J'ai l'impression qu'on se rejoint beaucoup. Puis que je peux laisser aller ma créativité, puis que mes idées sont bien vues, qui sont acceptées. Puis ben c'est ça. Je pense que je suis assez cohérent parce que je vous disais tout à l'heure que sur les bancs d'école, mais je regardais les gens autour de moi, puis c'est là que je voyais que si j'avais ma place ou non, puis que j'étais à la bonne place. Ben c'est un peu ce que j'ai fait en arrivant à l'AREC. Je vous regardais dans mon écran là, parce qu'on n'a jamais été un à côté de l'autre. Puis je me disais, ouais, je me retrouve dans ces gens-là, puis j'ai l'impression que ces gens-là peuvent m'apporter, puis que je peux leur apporter. Donc, ouais, je trouvais ça. C'est un peu le propre des organisations syndicales, justement. C'est des milieux de vie où on côtoie des valeurs auxquelles on adhère profondément sur la justice, la recherche de l'égalité, la défense des droits et tout. Et c'est un milieu où on côtoie des gens qui partagent ces valeurs-là
Et c'est incroyable. Moi, j'ai longtemps été dans le milieu syndical. C'est incroyable que tout au long de notre vie, même quand on est à la retraite et tout, on se retrouve avec nos collègues, bien plus que dans beaucoup de milieux, parce qu'on partage ces valeurs-là. Puis l'autre intérêt aussi, c'est que dans le milieu syndical, tu peux aller d'un secteur à l'autre. Donc, il y a une mobilité à l'intérieur du mouvement qui te permet de faire toutes sortes de choses. Je dirais pas denturologiste, par exemple, mais sûrement des choses de ta carrière auxquelles tu vas avoir accès encore. Ouais. Les gens bougent à la centrale, mais quand on arrive à la REC, on n'en ressort plus, par exemple. C'est ce que j'ai remarqué. Moi, je suis entré à la REC, donc mais c'est sûr que je veux faire un bon bout de chemin avec vous. Ouais, je suis vraiment content. Puis c'est agréable aussi parce que pour la première fois de ma vie, petite confidence, je me sens vraiment un peu établi. Donc, tu sais, je peux ne plus me soucier de, bon, est-ce que je vais travailler dans 5 mois? Tu sais, je sais que j'ai un poste permanent, mais ça m'amène à dire que j'ai jamais considéré la fin de mon parcours académique ou le fait que j'ai un emploi comme un aboutissement, mais plutôt comme une opportunité, une occasion de toujours repousser plus loin mes connaissances. Donc là, je vais être porteur de différents dossiers. La condition des hommes, l'environnement, le développement durable. Je vais conserver le dossier lire à tout âge. Ça m'amène à les maîtriser, ces dossiers-là. Donc, faire des lectures pour toujours développer mon sens critique, développer mes connaissances sur ces sujets-là. Donc, je suis vraiment content parce que, enfin, je vais cesser de me promener d'une chaise à l'autre, puis je vais pouvoir, un peu me poser pour maîtriser puis être en contrôle de différents sujets. Donc, ça, c'est vraiment, je vois ça comme un grand privilège. Je te comprends parfaitement parce que c'est aussi la première fois pour ma part de ma jeune carrière où je peux, oui, effectivement, m'établir et penser à long terme. Ça m'est jamais arrivé avant. J'ai commencé ma carrière en politique, moi, au cabinet du ministre, avec un siège éjectable. C'était un gouvernement minoritaire. Fait que je me disais, bon, combien de mois il me reste ou de jours? Fait que c'était difficile de penser à long terme, de dire, ça serait quoi un projet qu'on pourrait établir sur 1 an, 2 ans? Puis là, j'ai ça à la REC. Fait que même des fois, c'est quasiment... Ça me crée plus d'anxiété aussi parce que je me dis, wow, j'ai un projet sur 3 ans, il faut que ça fonctionne. Ça fait déjà plus que 2 ans qu'on fait cette émission de radio-là, justement, de leur juste, qui était une idée qui m'est arrivée un matin que j'ai lancée. Tu disais, la REC laisse place à la créativité. Effectivement, notre direction, notre conseil exécutif, notre CA, ils sont très ouverts à la créativité. À un tel point que moi, ça me fait peur parce que chaque idée a un mandat. Hein, fait que moi, j'arrive avec des idées puis j'ai des nouveaux mandats. Fait que ce serait mon conseil, mon conseil de vétéran à la REC maintenant, après 4 ans. Tu peux avoir des très bonnes idées, mais il faut que tu sois capable de gérer les mandats. De les mettre en pratique. Celui qui le dit, c'est celui qui le fait, là. C'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Oui. Mais on va te soutenir, on va te donner les outils pour le faire, là, tu sais. Justement, maintenant que tu occupes ce poste-là, c'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu aimerais établir, apporter ta couleur là, dans certains dossiers à court et à moyen terme, là, vers où tu veux aller? Ben, écoute, déjà, faut savoir que le principal dossier que j'ai sous ma gouverne finalement, là, pour l'instant, c'est le dossier des sessions de préparation à la retraite. Parce que jusqu'au mois de juillet, j'ai la chance de pouvoir compter sur Laurier, qui occupe toujours le poste. Donc, on fait une transition encore meilleure là, que ce qui s'est fait aux États-Unis entre Donald Trump et Joe Biden. Nous, on pourrait servir... C'est ça. C'était pas dur à battre, en fait. Puis, déjà, je m'implique beaucoup dans les différents dossiers. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai vraiment une carte blanche parce que on peut toujours faire différemment, faire mieux. Puis déjà, tout ce qui est fait, c'est tellement extraordinaire, mais j'ai des idées, puis j'ai l'impression qu'elles vont pouvoir être écoutées, puis qu'il va y avoir des impacts concrets là, dans la pratique. Donc, c'est une chose d'avoir les idées, mais de pouvoir les mettre en pratique, c'est une autre chose. Mais je vais te donner un exemple par rapport au dossier de l'environnement, du développement durable. Bien, moi, je viens du Lac-Saint-Jean, puis j'ai un professeur de philosophie qui m'a particulièrement inspiré dans mon parcours au cégep. Puis, lui, il est toujours impliqué sur différents projets qui touchent l'environnement, le développement durable. Puis, dernièrement, il a fait une publication pour parler des jardins verticaux.
puis de la facilité qu'on peut finalement, excusez, il parlait des jardins verticaux, puis en nous disant que tout le monde peut le faire, peut en faire chez eux, parce que c'est très simple. Il suffit de couper, par exemple, une bouteille de plastique en deux, puis de partir des semis, puis par la suite de les empiler. Puis en tout cas, il nous donnait toutes sortes de trucs. Puis ça me fait penser qu'on pourrait peut-être faire ce genre de projet-là, puis en parler à nos membres, puis les inviter à prendre des photos de leurs jardins verticaux. Puis c'est une bonne façon aussi de prendre conscience finalement qu'on peut réduire nos déchets en récupérant puis en s'en servant comme support pour faire des semis, tout ça. Donc, je l'ai contacté, puis on est en train de réfléchir ensemble à un projet qu'on pourrait faire en collaboration avec l'AREC et des organismes au Lac-Saint-Jean. Donc, déjà, il y a une piste de chemin qui est en train, un chemin qui est en train de se tracer de ce côté-là. Donc, c'est un exemple, mais il y en aura certainement d'autres. Moi et mes 6 plantes mortes cette année, on serait très intéressés à en apprendre davantage. Oui. mais moi, je suis vraiment quelqu'un je dirais, tentaculaire. Tu sais, à chaque fois que j'ai un dossier, mais j'essaie de savoir c'est quoi les quels sont les différents acteurs qui peuvent être impliqués. Puis, c'est ce que je vais essayer de faire finalement à l'AREC. Donc, dans les différents dossiers, de bien connaître qui sont les différents acteurs, puis travailler en collaboration avec eux, en équipe, pour accomplir de grandes choses. Parce que je pense qu'en tant qu'association de retraités, avec 60 000 membres, on peut faire des grandes choses. Puis c'est vrai, hein, ensemble, on a une voix plus forte, mais moi, je le crois vraiment, puis j'adhère complètement à ce slogan-là. Puis c'est en me basant sur ce slogan-là que je vais accomplir mes mandats, je pense. J'aurais une dernière question avant de conclure cette entrevue. Oui. D'un point de vue là, intergénérationnel, parce que tu es jeune, je suis jeune, mais moins. Tu es jeune. Comment tu trouves ça à date, collaborer avec des bénévoles aînés? Tu le fais à lire à tout âge. Tu commences à le faire aussi avec les membres des comités qui sont sous ta responsabilité à l'AREC. Comment tu trouves ça, travailler avec des aînés, comme on dit? Je trouve ça formidable, en fait. Je trouve ça très inspirant. Je trouve que c'est une chance, c'est vraiment un privilège parce que moi, en fait, je n'avais pas besoin comment je dirais bien ça? D'être convaincu? Oui, c'est ça, exactement. J'avais pas besoin d'être convaincu sur l'apport que peuvent avoir les personnes retraitées dans notre société, mais je suis content d'avoir la chance de collaborer sur différents dossiers avec ces gens-là. Parce que une chose que j'avais nommée quand j'avais passé mon entrevue à l'AREC, c'est que j'étais surpris à quel point l'AREC menait de front différents projets sur divers sujets, et à quel point les personnes retraitées pouvaient être impliquées, engagées pour des luttes comme l'environnement, la lutte au changement climatique. Je trouvais ça vraiment épatant. Puis là, d'avoir la chance de faire des rencontres de comités avec des responsables régionaux dans différentes régions du Québec, je trouve ça incroyable parce que ces gens-là ont tellement à nous apporter. Puis, outre les différents dossiers, il y a toujours le avant et le après la rencontre où est-ce qu'on peut échanger avec ces gens-là. Là, on vit ensemble collectivement une pandémie. De savoir comment c'est vécu en Abitibi, comment c'est vécu à Gatineau, comment c'est vécu au Lac-Saint. Je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve vraiment que c'est un privilège. Puis, moi, j'adore travailler en équipe, je le répète constamment, mais de travailler en équipe intergénérationnelle, puis de pouvoir amener des idées nouvelles, tout en comptant sur la sagesse de personnes qui ont déjà passé par où je suis en train de passer, puis qui peuvent me donner des outils pour mettre en pratique mes idées. Ça, je trouve que c'est vraiment un grand privilège, une grande chance. C'est tout pour notre premier segment à prendre un café avec le personnel de l'AREC. Je te remercie beaucoup, Charles-David, d'avoir brisé la glace avec nous aujourd'hui. J'espère qu'on va avoir d'autres belles entrevues comme ça avec le personnel. Puis j'espère que ça a permis au monde de mieux apprendre à te connaître. C'était bien, vraiment intéressant. Oui, merci, Charles. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis quand vous voulez, hein, c'est bon du café, puis c'est très agréable de parler avec vous. On va sûrement te revoir. Ah oui, sûrement dans d'autres circonstances, j'espère. Je te souhaite une bonne journée.